je pense que simplement la coalition doit annoncer que pendant un temps limité, on ne passe pas ces lois et on s'assoit chez le président. Et là, je pense qu'il y a des chances. Mais sinon, on va droit dans le mur. Nous retrouvons le professeur Ilan Grelsamer. Ilan, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, je voudrais avoir votre appréciation autour de cette réforme judiciaire. Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance réelle de réussite d'un compromis autour, par exemple, de la proposition du président de l'État ou par exemple de la proposition des juristes universitaires israéliens comme Daniel Friedman ou Yuval Elbashan ? Eh bien, je pense qu'il faut distinguer entre les différentes lois qui sont proposées. Parce que ce que l'on appelle la réforme judiciaire, c'est en fait un ensemble de lois que le gouvernement veut promouvoir. Or, je pense que sur certaines de ces lois, il y a un compromis possible. Je donne un exemple. Ce que l'on appelle Piskat Haïdgabrut, qui est la possibilité pour la Knesset de passer outre à une décision de la Cour suprême invalidant une loi. Et si la Knesset, la majorité, veut faire repasser cette loi, bien qu'elle ait été invalidée par la Cour suprême, la question est de savoir par combien de voix la Knesset doit refaire passer cette loi. Actuellement, ce que messieurs Levin et Rothman veulent, c'est une simple majorité de 61 députés. Je rappelle que la coalition a 64 députés, donc en réalité, c'est quelque chose qui serait assez facile de passer outre la décision de la Cour suprême. Bon, l'opposition veut beaucoup plus de voix pour une telle Piskat Haïdgabrut, 70, 80. Bon, je pense que sur le nombre de voix qu'il faudrait pour faire repasser une loi, il peut y avoir un compromis. Bon, les uns diront 61, les autres 70, finalement on finira à 65. Je pense que c'est possible. Maintenant, il y a une loi sur laquelle il est difficile d'imaginer un compromis, puisque c'est la loi qui concerne la nouvelle composition de la commission qui doit décider qui sont les juges. Il y a une commission qui se réunit et qui décide notamment qui sont les juges à la Cour suprême. Actuellement, il y a un partage des voix qui fait que personne ne peut l'emporter, ni les juges, ni le gouvernement, ni l'opposition, ni les représentants de la population ou des avocats. Bon, ce que veut M. Levin, c'est que le gouvernement, la coalition en place, d'ailleurs, qui sera peut-être dans l'avenir une coalition de gauche, j'en sais rien, puisse avoir la majorité pour décider qui sont les juges. Or, là, ceux qui s'opposent à la réforme, comme moi en particulier, pensent qu'il est inconcevable, dans la réalité israélienne, je souligne, que le gouvernement, quel qu'il soit, l'année dernière c'était M. Lapid, aujourd'hui c'est M. Netanyahou, décide qui sont les juges à la Cour suprême. Alors, bien sûr, aux États-Unis, c'est ce qui se passe. On a vu Trump nommer des conservateurs. Du coup, l'avortement, par exemple, a été invalidé parce qu'il y a une majorité maintenant de juges nommés par des présidents conservateurs. Mais je rappelle quand même que en France, ça je parle aux Français qui connaissent la Cour de cassation et le Conseil d'État, ce n'est pas le gouvernement de M. Macron qui s'assoit et qui dit je veux ce juge-ci, je veux ce juge-là. Et dans la réalité israélienne, une telle réforme est dangereuse puisqu'il n'existe pas de constitution. Et ça, c'est une très grande différence entre Israël et la plupart des pays démocratiques dans le monde. Nous n'avons pas de constitution. Or là-dessus, je dois dire que je ne vois pas quel compromis
peut s'installer parce que il y a ce que veut le gouvernement en la matière, que le gouvernement nomme les juges, et il y a ce que l'opposition qui est dans la rue veut, c'est-à-dire le maintien du statu quo et de ce qui existe au cours des dernières années. Donc là-dessus, je dirais que je ne vois pas le compromis pointé. Alors, quand vous nous expliquez aussi clairement que cela, l'essence de cette réforme, on a le sentiment qu'on se pose la question, finalement, toute cette protestation, toutes ces menaces d'une dictature israélienne qui serait envisageable dans les prochains mois, ça semble parfois exagéré. Est-ce que je me trompe? Parce que finalement, il suffirait d'un peu de bonne volonté de part et d'autre pour essayer de résoudre ce problème de commission de nomination des juges. Et une fois que cela est réglé, eh bien, si les deux parties veulent un compromis, eh bien, on devrait y parvenir. Bon, vous dites bonne volonté. Bonne volonté, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de bonne volonté dans ce qui se passe actuellement. Je crois que M. Levin, en particulier, le ministre de la Justice, a bien fait savoir à Netanyahou, le Premier ministre, que si Netanyahou reculait ne serait-ce que d'un centimètre des propositions qu'il a faites, il démissionnait. Donc ça, c'est clair que la bonne volonté n'est pas tellement présente. Est-ce qu'elle est plus présente? Est-ce qu'elle est plus présente du côté de Lapid qui pose toujours comme condition sine qua non à un dialogue l'arrêt de la législation? Non, mais moi je m'excuse, cher ami, mais là-dessus, sur ce point, je suis d'accord avec l'opposition, parce que ce qu'il faudrait, en fait, c'est que Netanyahou et son gouvernement annoncent que pendant un temps, alors d'accord, pas 2 mois comme le demande Lapid, je pense que 3 semaines, 1 mois serait satisfaisant, qu'on arrête de faire progresser la législation sur laquelle on veut décider en faisant des réunions chaque jour de la commission des lois ou de la Knesset pour les faire passer. Donc, le compromis qui peut y avoir, c'est que finalement on arrête cette législation, mais pas pour aussi longtemps que ce que Lapid voudrait. Maintenant, si on n'arrête pas cette législation, si tous les jours, comme on nous l'annonce, on nous annonce, tous les jours il y aura, cette semaine, la semaine prochaine, des réunions pour faire passer ces lois, mon cher ami, je ne vois pas pourquoi accepter de siéger pendant que ces lois sont acceptées. Vous demandez de siéger pour discuter d'un compromis quand ces lois sont en train de passer. Ça, c'est assez ridicule en termes de bonne volonté. Donc, je pense que simplement la coalition doit annoncer que pendant un temps limité, on ne passe pas ces lois et on s'assoit chez le président. Et là, je pense qu'il y a des chances. Mais sinon, on va droit dans le mur, comme dit l'expression. Est-ce que vous pensez que la protestation actuelle, régulière, avec ces manifestations du samedi soir, ces journées de résistance, comme c'est le cas pour la journée d'aujourd'hui, comme c'est l'intitulé de la journée d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ces manifestations monstres, elles favorisent le dialogue vers un compromis, ou elles le gênent, ou elles l'entravent? Non, elles favorisent certainement, dans la mesure où s'il n'y avait pas ces manifestations, le gouvernement, très manifestement, ne tiendrait compte de rien ni de personne. Donc, si on pose la question pourquoi le gouvernement qui a lancé toute cette série de lois à toute vitesse freine un peu actuellement et parle d'accepter éventuellement un compromis, c'est... ça, on connaît ça très bien des autres pays et de la France aussi. Lorsqu'il y a des grèves, par exemple, les employeurs ou le gouvernement est incité à s'asseoir. Donc, il fallait ces manifestations pour pouvoir éventuellement arriver à un compromis. Et ça, c'est évident. Mais je voulais encore parler de la condition. C'est pas seulement arrêter le processus législatif,
Vous m'entendez? Oui, oui, bien sûr. Mais c'est aussi le fait que les membres du gouvernement doivent cesser d'injurier l'adversaire. On ne peut pas parler des pilotes qui ne veulent pas revenir à l'entraînement à cause de cette réforme ou du public qui manifeste dans les termes que des ministres comme Distel Aptarian ou Shlomo Kari ont parlé. C'est pas, on dit pas aux pilotes qui donnent leur vie à la défense d'Israël, allez vous faire foutre. C'est exactement les termes employés par Monsieur Kari, le ministre des Communications. Donc il faut calmer. Et peut-être, si on calme le jeu, on arrivera à un accord. Mais parfois, la protestation, elle n'est pas justement dans un esprit d'apaiser les tensions. Parfois aussi, on entend de la part des organisateurs des manifestations des termes aussi qui sont très virulents. Non. Des injures du type l'injure de la ministre de la propagande, Madame Distel Aptarian, disant que les pilotes sont, je cite, des neufolettes shel nemouchot. Si vous arrivez à traduire cette injure en français, vous serez bien. On va dire ça, sont des poltrons, puisque c'est un terme qui avait été utilisé à l'époque par Yitzhak Rabin pour définir les yordim. Oui, mais le solet shel nemouchot, l'injure adressée aux manifestants, ça veut dire des crottes de mouches, en bon français. Alors, si on commence dans je n'ai pas entendu ni Benny Gantz, ni Yair Lapid, le chef de l'opposition, traiter de façon aussi injurieuse et grossière, vulgaire, les gens du gouvernement. Donc il faut arrêter ça, il faut calmer le jeu, il faut qu'un certain respect revienne entre les partis, mais si vous me posez la question des chances d'un compromis, je ne dirais pas qu'elles sont très élevées à ce stade. Il faut que, je dirais, dans la semaine cruciale qui s'ouvre maintenant, c'est déjà plus cette semaine, mais cette semaine et la semaine prochaine, il faut que jusqu'à la fin de la semaine prochaine, il y ait quelque chose qui se déclenche d'un côté ou de l'autre. Est-ce que vous pensez que le fait que Binyamin Netanyahou ait été mis de côté, mis sur la touche par la conseillère juridique du gouvernement, ça porte atteinte à une possibilité de solution? Non, je ne pense pas. Vous ne pensez pas que c'est à Binyamin Netanyahou de trancher et d'une certaine manière de dire, par exemple, comme lui ont suggéré certains, de limoger Yariv Levin ou de faire une déclaration solennelle en disant on arrête tout pendant 15 jours ou 3 semaines. Si Binyamin Netanyahou reste toujours sur la touche... Je ne pense pas que ce soit un obstacle. Pourquoi? Parce que, ça empêche peut-être M. Netanyahou de parler publiquement de la réforme, de s'exprimer dans un sens, dans un autre. Mais en coulisses, il parle évidemment de cette réforme avec le ministre de la Justice et avec Simcha Rothman. Il parle avec eux. S'il voulait changer de ministre de la Justice, prendre quelqu'un d'autre du Likoud de son parti, bien entendu, mais qui ait des idées plus proches du compromis, il pourrait le faire, bien sûr. Il donnerait ce poste à une des personnalités du Likoud dont on sait qu'elle est favorable au compromis. Vous savez que ces derniers jours, il y a des gens comme Edelstein, comme Danone ou d'autres qui ont dit « nous sommes pour la réforme judiciaire, nous sommes des gens importants au Likoud, mais nous sommes pour le dialogue, pour le compromis. » Si vous voulez, il remplacerait quelqu'un qui est jusqu'au boutiste par quelqu'un de son parti qui est plus proche du dialogue.
Mais il ne le fait pas. C'est pas parce qu'on lui interdit de le faire. Eh bien, professeur Ilan Grelsamer, merci beaucoup de cet éclairage qui nous permet de mieux comprendre à la fois les enjeux, mais aussi la problématique de ces clauses principales de la réforme judiciaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Ilan, à bientôt. Bonne journée.